Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo particulière. C'est une vidéo qui va concerner la variole du singe, autrement appelée en anglais monkeypox. Et si vous aimez les boutons, eh bien vous tombez à pic. Cette vidéo s'adresse à qui? À tout le monde, du grand public, aux soignants et particulièrement aux étudiants en médecine. On va donc voir les généralités de cette maladie, l'actualité, le virus en lui-même, la présentation clinique, les complications, comment faire le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut évoquer en différentiel et la prise en charge qu'il va falloir mettre en place. Avant de commencer, toujours si vous aimez les boutons, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. La variole du singe ou monkeypox, ça tire son nom de son origine et des lésions chez qui elle était initialement, c'est-à-dire au Danemark, décrite en 1958 chez les macaques en captivité, et les premiers cas de contamination humaine ont été décrits en 1970 chez une petite enfant de 8 ans dans une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique. Et par la suite, il y a eu différentes épidémies, dont en Afrique avec de nombreuses vagues, aux États-Unis avec 71 cas, 0 décès, et l'infection était due à un chien. Et en Grande-Bretagne, en 2018, un premier cas a été attribué à une contamination interhumaine. C'était un personnel hospitalier qui s'occupait de l'intendance, enfin plus exactement des habits d'un patient malade. Et donc nous arrivons à 2022. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Si vous avez vu l'actualité récemment, depuis début mai, milieu mai, l'infection par la variole du singe touche un peu toute l'Europe et puis le monde en général. On décrit en France, par exemple, 51 cas. Donc les patients sont âgés entre 22 et 63 ans. Et comme vous voyez la répartition, il y en a 37 en Île-de-France, 6 en Occitanie, 4 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, 1 dans les Hauts-de-France et en Centre-Val de Loire. Et dans le monde, on compte environ 1000 cas en date du 3 juin. Au total, sur l'année de 2022, il n'y a eu qu'un seul décès pour l'instant. C'est un homme qui avait une insuffisance rénale et c'est un homme de 40 ans qui vivait au Nigeria. L'épidémie prendrait son origine d'un festival qui a eu lieu en Espagne, mais bon, rien n'est bien certain. Concernant le virus en lui-même, c'est un grand virus à ADN qui présente deux variants, un d'Ouest africain, moins dangereux que son variant du Congo. On parle de réservoir naturel pour les animaux qui portent le virus mais ne sont pas malades. On décrit le rongeur et le pangolin. Ensuite vient le temps de l'infection d'autres mammifères et plus particulièrement les primates qui sont porteurs de l'infection et présentent quelques signes dont la fameuse variole qui était décrite en 58 à ce moment-là avec une éruption cutanée, et on s'est rendu compte que la transmission pouvait aussi se faire jusqu'à l'homme et c'était décrit pour la première fois, en tout cas officiellement en 96-97, avec un contact direct des lésions ou bien des sécrétions respiratoires, la litière, bref, un peu tout le cadavre lorsqu'on tue les animaux. Et après, l'infection peut se propager d'homme à homme sur les peaux lésées, les fluides corporels et les contacts directs et même en aéroportée. La clinique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, il faut retenir tout d'abord le délai d'incubation, c'est-à-dire le temps qui sépare la contamination des premiers symptômes. En général, elle est de 10 jours et au maximum 21 jours, raison pour laquelle l'isolement durera 21 jours. Et donc le début des symptômes, ça se présente comme une fièvre. Donc tout d'abord, fièvre, céphalée, courbature à J0. Puis viennent ensuite des adénopathies, c'est-à-dire les ganglions, plutôt ORL, sous-mandibulaires, avec des douleurs assez importantes au deuxième jour. La fièvre cesse un petit peu, puisqu'en fait ça dure entre 1 et 3 jours, et apparaissent ensuite l'éruption cutanée
décrite et spécifique, qui est une éruption tout d'abord maculeuse et papuleuse, c'est-à-dire à plat et après en relief papuleux, et qui va devenir vésiculeuse et pustuleuse. Et vous voyez avec les images la présentation clinique, et c'est ce qui doit vous alerter, c'est cette caractéristique de lésion un peu croûteuse par la suite que présente le patient. Il n'y a qu'une seule éruption, contrairement à la varicelle où il peut y avoir deux éruptions, donc toutes les lésions ont le même âge. Ça débute par le visage et ça descend vers les extrémités jusqu'au niveau des paumes, des mains et des plantes des pieds. Et parfois, malheureusement, la présentation peut être atypique, comme chez ce patient VIH, d'où les lésions partaient initialement au niveau génital. Ici, les images sont tirées d'un article avec les images à J11. Donc, se méfier de la présentation. Quels sont les risques de complications? Tout d'abord, une population à risque connue, les patients fragiles, insuffisants d'organes, immunodéprimés. Il peut s'agir d'enfants qui sont plus à risque de l'infection, mais aussi les femmes enceintes avec une transmission materno-fœtale qui est possible. Il y a un risque de surinfection, de pneumonie et d'encéphalite. Il faut compter le nombre de vésicules, plus d'une centaine est un facteur de risque, de gravité. Les compressions ORL des adénopathies et l'odynophagie peuvent compliquer la prise en charge ambulatoire. Il faut se méfier de la déshydratation par les gastroentérites que ça peut induire et penser aux complications ophtalmologiques en lien avec une cécité et une possible kératite. Comment faire le diagnostic? Alors, l'interrogatoire est primordial. Il faut rechercher l'histoire qui est compatible avec une exposition compatible. Il faut examiner le patient avec une présentation clinique aussi compatible. Un patient suspect, c'est une clinique et une exposition possible. Pour le diagnostic, PCR et culture sur biopsie cutanée, et on évite de faire comme Homer Simpson, c'est-à-dire triple emballage quand on fait des prélèvements et prévenir l'équipe médicale et paramédicale avec laquelle on travaille. Pour les diagnostics différentiels, c'est la partie importante de ce topo, puisqu'en fait, ça va permettre d'exclure la maladie, donc la variole du singe, et de porter le diagnostic qui, en tout cas de manière épidémiologique, est le plus fréquent actuellement. Pourquoi? Parce que la variole, ça peut se présenter comme la varicelle. Sauf que la varicelle, c'est plutôt l'enfant, un peu plus jeune, qui a des lésions d'âge différents, avec plusieurs floraisons, 2 à 3 épisodes. Donc les croûtes ont des présentations différentes. Et en général, ça respecte les paumes et les plantes. Et ça commence par le cuir chevelu. La contamination peut se faire 2 jours avant les boutons, contrairement à la variole où il faut que le patient soit symptomatique pour être contagieux. L'incubation, pareil, 14 jours. Et la fièvre apparaît à peu près en même temps que l'éruption cutanée pour la varicelle. Deuxième maladie de l'enfant, c'est le pied-main-bouche, même si ça peut se rencontrer chez l'adulte. Il faut penser à cette pathologie qui est assez fréquente en ce moment autour de la région lyonnaise, et il peut y avoir une atteinte aussi au niveau du siège. Troisième maladie, la rougeole, avec son atteinte de rhinoconjonctivite. Il n'y a pas de vésicule, que des macules et papules, mais sans vésicule. Et il faut penser à regarder dans la bouche avec ce fameux signe de Köplik, et la rhinite et la conjonctivite vont nous orienter plutôt vers la rougeole, ainsi que le manque de vaccination, l'absence de vaccination. Quatrième maladie, la gale, même si elle peut se rencontrer chez l'adulte, elle n'atteint ni le visage ni les plantes, et elle est très prurigineuse. Par ailleurs, on regardera aussi entre les doigts pour vérifier les vésicules perlées. Passons aux différentiels qui sont plus fréquemment rencontrés chez l'adulte. Il s'agit d'IST, principalement la syphilis. Alors, initialement, on observe un chancre. Après la contamination, donc un chancre dans la région génitale, principalement, même s'il peut y en avoir au niveau de la sphère buccale, il faut poser la question, interroger le patient. Et 3 semaines après ce chancre, le patient peut présenter une roséole, pour laquelle on fera facilement la différence. Néanmoins, il peut présenter des syphilines qui sont papuleuses et cuivrées. Vous avez les images au niveau du pied
et même des mains. Et comme vous pouvez le constater, c'est très très piégeux. C'est le principal diagnostic différentiel. Les syphilites palmoplantaires peuvent atteindre le pli palmaire ou les plis palmaires, ce qui est un peu moins fréquent dans la variole du singe. Mais encore une fois, on peut tout voir. Donc la syphilis, attention, attention, attention. Enfin, on trouve la toxidermie. Dans les toxidermies, pardon, il y a un topo qui est disponible sur la chaîne. Je vous laisse aller le voir, il est complet. Ici, je reprends juste une seule toxidermie qui est l'exanthème maculo-papuleux, qui peut se présenter comme la phase initiale de la variole du singe. Mais ici, on est à J9 de la prise des médicaments et sur le bilan biologique, il y a une éosinophilie. Et l'évolution n'ira jamais vers des vésicules. Troisième pathologie, le psoriasis pustuleux. Le patient est psoriasitique connu et les lésions sont d'âge différent avec une atteinte et une coloration plutôt jaunâtre et un pourtour un peu érythémateux, bien coloré, bien dessiné. Donc c'est difficile de se faire avoir, mais c'est important de l'avoir en tête. Et enfin, dernière image, dernière slide concernant les diagnostics différentiels. Là, c'est Dr House qui nous remercie, puisqu'il faut parler des rickettsioses. C'est une grande famille due à des bactéries intracellulaires, de maladies infectieuses, qui sont surtout connues dans le pourtour des États-Unis et au niveau africain, où parmi ces maladies, on en compte deux, la fièvre vésiculeuse, qui débute suite à une morsure de tique, par une escarre qui va évoluer avec de la fièvre pendant une semaine et une semaine après, il y a un érythème et une éruption cutanée qui ressemble énormément à la varicelle, mais il n'y a pas d'atteinte des paumes ni des plantes. Donc se méfier terriblement de cette rickettsiose, la fièvre vésiculeuse. Et il y a aussi une autre fièvre qui est la fièvre des broussailles pourpres des montagnes rocheuses. Dis donc, il est long le nom, mais celle-là, elle commence par les extrémités et remonte, contrairement au monkeypox ou à la variole du singe qui descend. Et malheureusement, la variole humaine est aussi un des différentiels, mais l'éruption est un peu plus tardive. Au niveau de la prise en charge, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le diagnostic? Eh bien, il n'y a pas de traitement miracle. Par contre, on va traiter les symptômes, paracétamol, antihistaminique. Il y a quelques traitements spécifiques à discuter avec les infectiologues, comme les antiviraux, les immunoglobulines, les plasmas hyperhumains. Et on note aussi une diminution des symptômes chez les patients vaccinés contre la variole humaine, mais ces patients en général étaient nés avant les années 80. Si le patient présente effectivement des symptômes et que nous sommes entre le 4e et le 14e jour, on peut proposer une vaccination préventive post-exposition avec deux vaccins commercialisés et qui ont l'AMM pour cela. Il y a l'Imvanex et le Jynneos, pardon. Donc le premier est plus spécifique de la variole humaine, le deuxième plus de la variole du singe. Et ces médicaments doivent être délivrés une seconde fois, donc deuxième dose à 28 jours. Donc bon, à connaître. Bien sûr, se protéger, équipement air contact, donc lunettes, FFP2, gants, tabliers, bref, la totale. La déclaration est obligatoire pour suivre les cas et l'isolement est de 21 jours. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Enfin, pourquoi ne pas arrêter le trafic et la chasse des animaux? Ça permettrait d'éviter quelques zoonoses. Doit-on s'inquiéter de cette nouvelle maladie? Alors déjà, une nouvelle maladie, pas si nouvelle que ça, on l'a vu. Ce pathogène est tout de même moins mortel que la variole. Heureusement, il y a un décès en moyenne pour 1000 infections, c'est des patients plutôt fragiles, alors que la variole a des chiffres beaucoup plus alarmistes. Et c'est un virus, comme je vous le dis, connu. Donc il y a des vaccins, on connaît les mesures d'hygiène, et en plus, on a malheureusement l'expérience de la Covid-19. Se méfier tout de même du risque de mutation. Et enfin, je vous laisse la petite étude en description. C'est une étude de simulation sur une population avec quelques millions d'habitants. Ils étaient plutôt rassurants avec une fin d'épidémie en moins de 37 semaines. Bon, c'est un peu long, mais ça évolue bien. En bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une exposition qui est possible? Est-ce qu'il y a une IST qui est possiblement l'explication des symptômes? Est-ce que le patient est vacciné? Est-ce qu'il a pris des médicaments? Bref, un interrogatoire policier.
se méfier de la syphilis qui peut prendre tous les aspects possibles, et un départ, une présentation initiale par une ulcération génitale qui doit évoquer aussi malheureusement une variole du singe, une forme un peu tirée par les cheveux, mais dont on doit se méfier. Se rappeler que l'éruption commence par la tête, puis va vers les paumes et les plantes. Regarder entre les doigts pour d'autres diagnostics. Regarder dans la bouche aussi, les yeux. Bref, un examen clinique aussi policier. Et si l'orientation n'est pas suffisante, on peut s'aider du bilan biologique avec comme marqueur principal la lymphopénie qui se retrouve dans les infections virales, l'éosinophilie plutôt dans les toxidermies, donc l'exanthème maculopapuleux, AG9, je vous rappelle, et la neutrophilie plutôt dans les infections bactériennes. Et enfin, isoler, surveiller, rassurer. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.